Monsieur Boniface, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'IRIS. Qu'est-ce que c'est l'IRIS? C'est l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. C'est donc un think tank, un centre de recherche sur les questions géopolitiques, mais qui est également une école de relations internationales au niveau master. Vous enseignez également donc, sur Paris 8. Quelle est votre opinion sur l'avenir du monde là? Parce qu'on a l'impression que ça devient un petit peu le chaos là. Oui, il y a forcément un chaos mondial, mais ce n'est pas nouveau. Il y a des périodes récentes qui étaient également agitées. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait plus de danger aujourd'hui qu'auparavant. Simplement, on en est plus conscient parce qu'il y a plus de moyens d'information. Il y a plus de sites d'information et la communication est plus facile. Mais si on regarde un peu en arrière, on voit que dans les périodes récentes, des conflits extrêmement violents existaient déjà et des risques de déflagration existaient déjà. Donc je pense qu'il y a plus d'information et de conscience des dangers, mais qu'il n'y a pas plus de danger. Et vous ne pensez pas qu'avec les deux têtes de Turcs là qu'on a en Corée, aux US, qu'on risque d'avoir, avant le danger c'était un petit peu l'Irak, c'était un petit peu le Moyen-Orient. Et là, le danger bouge. Auparavant, on avait aussi le père et le grand-père de Kim Jong-un qui n'étaient pas des démocrates norvégiens. Et on a eu, il faut se rappeler de ce qu'on disait sur Ronald Reagan quand il est arrivé au pouvoir. Et donc, des présidents américains qui paraissent ou qui sont va-t-en-guerre. Ce n'est pas les premiers, ce n'est pas le dernier. Mais en tous les cas, je ne crois pas qu'il y ait un risque de guerre entre la Corée du Nord et les États-Unis. Parce que tout simplement, les dirigeants nord-coréens veulent une chose, se maintenir au pouvoir et rien d'autre. Ils savent qu'un conflit les délogerait du pouvoir. Et que les Américains savent qu'une intervention militaire contre la Corée signifierait la destruction de la Corée du Sud et du Japon, qui sont leurs alliés. Vous avez donc dit que l'Amérique restait encore, on va dire, la puissance indestructible. Et ça, c'est malgré l'émergence de pays comme l'Inde, comme malgré tout, qui a une puissance commerciale très forte, et puis la Chine, et puis voilà, oui. La Russie aussi. Non, disons que les États-Unis restent la première puissance mondiale, mais ils n'ont plus le monopole de la puissance. Le monde n'est pas unipolaire du fait justement de l'émergence de nombreuses autres puissances. Donc les États-Unis gardent une avance, ils sont différents et plus puissants que les autres pays, mais ils n'ont plus le monopole de la puissance. Et on voit bien que le monde n'est pas unipolaire parce que les Américains sont incapables de décider du sort du monde ou d'imposer leur volonté aux autres nations. Et quand vous dites que l'Europe n'a aucun poids dans l'échiquier international... je ne dis pas ça. L'Europe n'est pas un acteur stratégique global, mais elle a un poids économique, commercial, elle a un soft power, c'est un acteur du développement. L'Europe est quand même, on a vu sur la conférence de Paris sur le climat, que l'Europe, notamment par rapport à la préservation de l'environnement, a un rôle majeur. Donc l'Europe n'est peut-être pas une puissance militaire majeure, mais c'est une puissance globale. Oui, mais est-ce que le Brexit ne va pas justement affaiblir l'Europe? Non, ça va plutôt renforcer l'Europe dans la mesure où les Britanniques ont été toujours un partenaire réticent, qui avait plus le pied sur le frein que la main sur le changement de vitesse pour aller en avant. Donc je pense qu'il y a au contraire une formidable opportunité pour l'Europe d'avancer. Vous êtes un auteur assez prolixe, pourquoi aller au Ferré? Passion adolescente et un hommage que je voulais lui rendre pour l'année centenaire de sa naissance. Merci beaucoup en tout cas, M. Boniface. Merci.